Chers téléspectateurs, bienvenue à vous dans votre nouvelle émission Cinespot, un rendez-vous dédié au métier du cinéma. Nous allons donc mettre en lumière des talents qui, sans leur apport, aucun film ne verrait le jour. Oui, effectivement, nous allons nous intéresser qui se cache derrière la caméra pour réussir à avoir un tel résultat sur grand écran. Alors, au programme de ce deuxième numéro, une productrice sur tous les fronts, court-métrage, moyen-métrage, d'ailleurs je vais toucher du bois pour elle, et un jeune réalisateur talentueux, je dirais réalisateur, mais plutôt photographe. Pour ce réalisateur, l'animation n'a pas de secret pour lui. Alors, je vous dis à très vite, juste après ce petit jingle. Amina, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et bienvenue à vous dans ce nouveau format, je dirais, cette nouvelle émission Cinespot. Nous avons fait beaucoup d'interviews, c'est-à-dire il y a eu ma première émission, c'était Gros Plan, il y a eu plein d'émissions où j'ai eu le plaisir de converser avec toi sur plusieurs sujets, aussi, c'était pas en tant que productrice, mais sur d'autres sujets, mais après en tant que productrice, sur un documentaire aussi, ton regard sur le cinéma vu par le cinéma au féminin. Et voilà, et maintenant, encore une fois, j'ai eu le plaisir de te recevoir sur ce plateau, Cinespot. Plaisir partagé, tout Hechnek. C'est gentil. Tes émissions nous manquaient. Merci, c'est gentil. Ah, vous entendez, hein, c'est bon? Là, tu entends. D'accord, merci. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Être productrice pour toi, est-ce que ça a été inscrit dans l'ordre des choses ou c'était plutôt une vocation? Alors, à la base, pas du tout. Moi, j'ai fait une école de commerce à Montréal. Et j'ai travaillé, mon premier boulot a été dans un studio de post-production son, où j'étais coordonnatrice. Et là, je voyais un petit peu tous les métiers du cinéma passer, donc réalisateurs, les producteurs, etc. Et c'est vrai que j'étais plus intriguée par le travail de la production. Je me disais que s'il y avait un métier qui me plairait, ce serait celui-là. Mais sans pour autant me dire que c'est ce que j'allais faire dans la vie. J'ai monté une boîte de post-production de doublage ensuite. Donc je faisais du doublage de films, de séries, etc. Et c'est en venant en Algérie que j'ai commencé à être assistante de prod, directrice de prod, puis productrice. Version québécoise, avec l'accent ou pas? Je peux le faire avec l'accent, si tu veux, là on peut parler de Mike. Pas mal. Alors, parce qu'on a souvent cette image que la démarche, je dirais, d'un producteur au cinéma est souvent liée exclusivement à l'aspect financier. C'est exact ou pas? Alors, pas du tout. D'ailleurs, ça m'agace qu'on me dise ça. Exact, ouais. Merci de poser cette question. Non, à la base, le producteur, il est censé déjà trouver des scénarios, trouver des réalisateurs avec qui il a envie de travailler, ou réalisatrices. Et ensuite, il y a un échange créatif avec le scénariste, la scénariste, ou le réalisatrice, qui parfois sont la même personne. Donc, il y a cet échange-là qui se fait dès l'écriture. Ensuite, il y a une réflexion stratégique sur, oui, comment on va pouvoir fabriquer ce film. Donc, une réflexion évidemment financière, mais voilà, en fonction du sujet, de l'origine de la réalisatrice ou du réalisateur, de plein de choses, on va se dire, OK, on peut aller voir tel et tel fonds pour monter le financement du film. Ensuite, il y a monter l'équipe. Il y a ensuite encore pendant le tournage une réflexion créative avec le réalisateur, la réalisatrice, même si c'est lui ou elle le chef d'orchestre, c'est sûr. On a quand même un droit de regard. Et puis encore pareil après en post-production. Aux États-Unis, c'est un droit de regard exclusif. Donc on est là quand même du début à la fin, pas que sur l'aspect financier, quoi. Aux États-Unis, c'est un droit exclusif. Le producteur Justement, quels sont les critères que tu te fixes pour accepter ou choisir un projet? Alors, moi, c'est vraiment critère du cœur. Vraiment, il faut que ça me parle, il faut que le sujet me plaise, il faut que je sente aussi la relation avec le réalisateur ou la réalisatrice, que je me dise qu'on a les mêmes valeurs, les mêmes envies de cinéma, etc. Et à partir de là, je vais y aller. Mais c'est assez instinctif, quoi. C'est pas calculé. Merci de m'avoir tendu cette perche. Finalement, comment s'est construite cette collaboration avec le réalisateur Merzak Alwesh sur ce dernier projet Alors, Merzak Alwesh, c'est particulier parce que déjà, c'est un réalisateur qui est aussi producteur. Donc, quand il m'a contacté pour ce projet-là, en fait, c'était pour m'occuper de la production exécutive. En général, il produit ses films, il a beaucoup d'expérience, donc il a du mal à faire confiance peut-être à une coproduction ou à d'autres producteurs.
Et pour ce film-là, il avait besoin de moi pour m'occuper vraiment de la partie du tournage, parce que c'était un tournage compliqué qui se passait à la plage. L'histoire se passe en une journée, on a tourné sur 4 semaines avec beaucoup de monde. Donc il avait besoin de soutien pour ce film-là, pour se concentrer vraiment sur la réalisation. Et c'est pour ça qu'il m'a contacté. Ensuite, la coproduction est venue après, où moi j'ai trouvé des financements et où il m'a beaucoup testé aussi, il a testé ma confiance. Et une fois que ça y est, il me faisait confiance, on a décidé ensemble de coproduire et depuis on a une très très belle relation, donc je suis vraiment très contente. Alors, vous avez dû le remarquer, les films algériens ne sont pas légion dans nos salles de cinéma. Est-ce qu'il est si difficile de produire un long métrage en Algérie? C'est difficile, oui. Déjà, c'est difficile de produire un long métrage dans le monde, hein. C'est quand même un métier qui n'est pas facile. Maintenant, en Algérie, d'autant plus parce qu'on manque de guichets. Comme je le disais tout à l'heure, on manque de guichets. Non, plutôt peut-être pas comme je disais tout à l'heure, vu que je ne l'ai pas encore dit, c'est ça? Non, allez. Bien sûr, c'est difficile de faire des films partout dans le monde. Maintenant, d'autant plus en Algérie parce qu'on a très peu de guichets. On a le guichet du ministère de la Culture, on a un peu l'ONDA, et puis quelques instituts, mais voilà, ça reste très petit. Du coup, on est obligé d'aller coproduire, on est obligé d'aller trouver des sources de financement ailleurs. Donc, il y a ce premier problème-là. On n'a pas de salle de cinéma, donc aussi, plus il y a de cinéma, plus il y a de public, plus il y a une envie, un besoin de créer des films, etc. Donc, et plus le producteur pourrait voir, c'est-à-dire un autre projet, pourrait réaliser, parce qu'il y a un retour sur investissement aussi. Tout à fait. Et on a aussi le problème de la formation, parce qu'on a énormément on n'a pas énormément, on a de bons techniciens, mais pas assez, justement, au contraire, et qui sont autodidactes. Donc, mais la confiance n'est pas toujours au rendez-vous aussi. Donc voilà, c'est plus se former, être plus. Franchement, on a de bons professionnels, mais on en a peu. Donc si on se retrouve à faire une série, un film en même temps, on va manquer de techniciens, on va manquer de matériel. Donc on a ce qu'il faut, mais en petite quantité. Et donc plus on forme, plus on aura de bons techniciens et plus on pourra produire. Et c'est là où on pourra parler films. vraiment d'industrie de cinéma. Tout à fait. Alors, quelle est la qualité première, selon toi, que doit posséder un producteur afin d'exercer ce métier? Je pense qu'on fait un métier humain, donc la première qualité, c'est d'être à l'écoute, c'est aussi d'avoir une bonne compréhension des financements, où est-ce qu'on peut aller chercher les sous, de quelle manière, avoir aussi un regard, une compréhension de l'artistique, parce que si on ne comprend pas la vision du réalisateur, on ne pourra pas fabriquer le film dans les bonnes conditions. Il faut aussi savoir se vendre le film, vendre le projet, vendre les idées. Donc ça veut dire aller dans les festivals, rencontrer les diffuseurs, les distributeurs, les vendeurs internationaux. C'est pour ça que j'ai dit que tu étais sur tous les fronts, quoi. Actuellement, je te vois c'est-à-dire dans plusieurs festivals. Je dirais que 90% de notre boulot, c'est du relationnel, quoi. C'est aller à la rencontre des bonnes personnes, se créer un carnet d'adresses, avoir aussi de bons rapports avec les techniciens, comprendre chaque métier. Moi, j'ai fait de la régie, j'ai fait de la déco, j'ai vraiment touché à tout pour pouvoir comprendre les réalités de chacun et les problématiques de chacun. Alors, j'ai posé tout à l'heure la question concernant la difficulté de produire un long métrage, mais il est plus facile à ce que je vois, parce que c'est le produit, je dirais, le format le plus produit en Algérie, c'est le court métrage. D'ailleurs, dans peu de temps, il y a un festival qui est consacré à ce sujet-là. Oui. Pourquoi il est si facile de réaliser, de produire un court métrage? C'est pas simplement l'aspect financier, d'après moi, quoi, je sais pas. Alors si, quand même, l'aspect financier, c'est sûr que ça coûte moins cher que de faire un long, d'une part. Et d'autre part, souvent, sur les courts-métrages, il y a une dynamique d'entraide. Les techniciens vont souvent travailler gratuitement pour soutenir le réalisateur ou la réalisatrice qui veut se lancer. Donc on va avoir moi par exemple aussi en tant que productrice, comme je fais aussi de la publicité, je vais pouvoir dégager quelques bénéfices de la pub pour pouvoir les mettre directement sur les courts-métrages sans passer par le circuit des financements classiques. Donc on arrive quand même à faire plus facilement des courts que des longs, c'est sûr, oui. D'ailleurs là j'ai quitté un plateau de cours pour venir te voir, Nabil. Alors nous n'allons pas trop te retenir. C'était la dernière question en fait. C'est vrai. Voilà. Alors là, je vais recevoir, sans plus tarder encore une fois, notre second invité.
Alors nous voici en compagnie de Mourad Hamla. Mourad, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à vous. Merci beaucoup pour l'invitation, très content d'être là. Ouais, j'ai eu le plaisir de vous recevoir une fois pour une émission consacrée à un thème bien précis. Je crois que c'est post-apocalyptique, les films. Oui, Voilà. pour le cinéma post-apocalyptique, on a beaucoup discuté sur ça. Ouais. Et une seconde fois aussi où j'ai pu parler de certains de mes projets. Ben, c'est le cas aujourd'hui aussi. Ouais. Alors, il existe un projet qui vous tient particulièrement à cœur, que vous développez depuis quelques temps, qui s'appelle Connected Mind. Connexion, ça m'a rappelé la pub c'était quoi, Nokia, Connected People. Alors, Connected Mind, c'est quoi? C'est né déjà par... C'est une aventure visuelle, hein. C'est lié à mon parcours, parce que j'ai toujours voulu qu'il y ait en Algérie, on va dire, un événement qui est lié à la vidéo d'art, à l'art expérimental, au cinéma expérimental. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de créer un concept autour de ça, parce qu'actuellement, c'est au stade de concept, c'est pas réellement encore un festival. C'est pratiquement le premier chapitre. Et donc, à travers mes différentes sélections par le passé que j'ai eues dans différents festivals à l'international, je me suis rendu compte que finalement, j'ai une sorte de carnet d'adresses, un réseau, on va dire. Donc, je me suis dit... Pourquoi pas le fructifier, quoi. Pourquoi pas tenter de les contacter, enfin certains d'entre eux, et de leur proposer l'initiative de me prêter leur programmation dans laquelle je suis sélectionné, et de la diffuser ici en Algérie pour voilà, proposer une nouvelle façon de raconter des histoires, une nouvelle façon de bâtir, on va dire, un langage visuel. Et pourquoi pas que ça ne devienne pas réellement un rendez-vous autour de l'art expérimental et du cinéma expérimental autour de ça. Alors j'invite nos chers téléspectateurs, juste avant de poursuivre, je dirais, cet échange, de regarder et de suivre ce petit bijou d'animation. Le titre, c'est Flouka Vagabond. Pourquoi le choix de ce titre? Tout simplement déjà parce que je suis très proche des... Enfin, j'aime beaucoup... La Flouka, on la voit. Mais pourquoi Vagabond? Parce que il y a toujours, dans mon enfance, il y a toujours eu un petit bateau en papier. Et je vagabondais beaucoup avec ce petit bateau. Donc, je me suis dit, pourquoi pas créer un court-métrage d'animation qui raconte, on va dire, mes vagabondages imaginaires avec ce petit bateau. Justement, que cherchez-vous, je dirais, à explorer avec cette démarche artistique? Alors, ma démarche artistique, elle est très liée à l'intériorité de l'humain, de la personne, et spécifiquement mon intériorité propre. Oui. Parce que toutes les histoires que je conçois, elles viennent de moi principalement, de mon vécu, de ma sensibilité, mais aussi de ce que je vois autour de moi. Donc c'est très lié à l'humain, à sa position par rapport à son espace, à ce qu'il ressent, à ce qu'il voit, surtout l'intérieur. Pour arriver un petit peu... cette part de réflexion, comment vous la définissez? Cette part de réflexion, il y a une part de réflexion, comment vous la définissez? C'est-à-dire à travers cette démarche artistique? Disons, si je trouve un mot adéquat, c'est vraiment montrer la condition humaine à travers mes œuvres, en fait. Et pas nécessairement dans son côté négatif, mais, oui, bien sûr, mais dans son côté poétique.
aussi. C'est pour ça que le film en lui-même, c'est un film qui est très lumineux à la base. Et on passe à travers différents tableaux. Par moments, c'est des tableaux, on va dire, où il se passe beaucoup de choses à l'écran, où le petit bateau subit des choses. Mais à la fin, on va dire, il y a une boucle qui est bouclée. Il y a un nouveau cycle qui commence. Et j'ai essayé de convertir, au fait, mon ressenti, on va dire, de mon vécu. On va dire, ce que j'ai vécu dans une partie de ma vie, je me suis dit, pourquoi pas l'incarner via un bateau qui part à l'aventure, il ne sait pas où il va, parce qu'en général, quand on part à l'aventure dans notre propre vie, quand on a des objectifs, des rêves, des envies, des buts, on a beau planifier, mais il y a aussi le côté imprévisible de la vie. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'incarner ce parcours-là, son côté où il y a de l'imprévisibilité, où il y a eu des moments, on va dire, tristes, où il y a eu des moments aussi positifs. Nous sommes toujours face à une approche expérimentale. Oui, c'est comment transcrire les émotions en images, mais ne pas obéir forcément aux règles du cinéma classique. Là, on n'est pas, oui, les codes, on casse tous les codes, oui. À aller au-delà. Alors, votre approche, je dirais, vis-à-vis de cette animation, porte-t-elle le regard du photographe que vous êtes? Oui, parce qu'à la base, j'ai commencé par la photographie. Donc, mais là, dans le format vidéo, c'est un peu différent parce que ça donne beaucoup plus la place à la narration. C'est-à-dire, je dénigre pas la photo en elle-même, parce que c'est très difficile de raconter une histoire dans une seule image. Mais là, pour moi, à un moment donné, j'ai ressenti le besoin de passer autre. J'avais beaucoup plus de choses à raconter parce que j'ai pris confiance au fil du temps. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu, me citer les quelques procédés expérimentaux pour créer vos animations? Alors, dans les procédés, j'utilise beaucoup, actuellement, je suis en train de beaucoup étudier la production virtuelle, parce que c'est un thème, on va dire, d'actualité actuellement dans le cinéma à l'international. Il y a beaucoup de productions qui soit ont migré totalement vers la digitalisation de la production. C'est-à-dire, là, je suis en train d'étudier Unreal Engine, qui est un moteur à la base qui a été créé pour le domaine du jeu vidéo, mais maintenant il est utilisé aussi dans le domaine du cinéma. Concrètement, c'est un espace virtuel dans lequel on peut créer carrément des studios virtuels photoréalistes. On peut incorporer à l'intérieur même des foules numériques qui vont paraître photoréalistes, tout un tas de choses. Et pour un réalisateur ou pour une production, qu'on sait bien utiliser, ça réduit beaucoup les coûts, ça laisse beaucoup plus la part belle à la créativité évidemment, parce qu'on n'est plus limité par les limites budgétaires, par les limites techniques. On a vu ça dans des films fantasy, genre dans les Game of Thrones et tout ça. Oui, par exemple dans la dernière série House of Dragons, pratiquement les dragons ils sont créés dans un moteur graphique. Il y a beaucoup de décors qui sont créés dans un moteur graphique. C'est-à-dire les acteurs vont évoluer seulement dans un décor minimaliste, c'est-à-dire ils vont bâtir seulement ce que les acteurs vont dans l'espace dans lequel ils vont évoluer ou dans les objets avec lesquels ils vont interagir. Mais tout le reste sera numérique. Y a-t-il un cheminement, là c'est la dernière question, mais je tenais à vous la poser, y a-t-il un cheminement propre dans votre processus de création ou est-ce simplement le fruit du hasard? Vous fonctionnez à l'instinct ou il y a un cheminement propre? Non, je fais jamais ça d'une manière aléatoire. J'ai un but bien précis et donc j'essaie de me donner les moyens déjà d'apprendre toutes les techniques. Quand je dis toutes les techniques, surtout les techniques qui comptent. Actuellement, je suis en train de réfléchir à créer mon propre studio de production virtuelle qui est né, on va dire, qui va être né à travers les différentes expériences que j'ai eues dans mes différentes expérimentations
Notamment aussi avec ce de projet, vidéos, de courts-métrages et compagnie. Et là, je suis en train de combiner différentes techniques et différents outils que j'utilise déjà dans mes procédés pour fournir un plus à mon pays plus tard. C'est-à-dire, parce que je considère qu'actuellement, dans le cinéma algérien, on doit vraiment évoluer vers ce qui se fait actuellement. C'est-à-dire, malheureusement, on est encore dans la manière de faire ancienne. Exactement. Alors que le reste du monde, il a beaucoup évolué, surtout dans le domaine du son aussi, avec le Dolby Atmos, par exemple. Le cinéma 4DX, le cinéma interactif. Mais actuellement, avoir des studios, on va dire, qui vont exister ici en Algérie, qui partent d'ici, pour pouvoir pratiquement créer, on va dire, pallier aux limitations des studios, de la réalité du terrain dans lequel nous sommes. La réalité du terrain, exact. Encore une fois, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Pour vous, on est toujours là quand il y a de nouveaux projets et voilà, ça intéresse beaucoup de gens. Mais avant de nous quitter, je me tourne là parce qu'on va proposer une liste de films à voir absolument sur grand écran au cinéma. Le troisième volet de la saga Avatar est actuellement projeté dans les salles de cinéma. N'hésitez pas à aller le voir. Ce n'est pas seulement un film, mais un véritable spectacle. Ce troisième opus de plus de 3 heures, intitulé De feu et de sang, brise l'arc narratif manichéen des deux premiers. Nouvelle tribu, Na'vi. Le peuple de sang, nourri par la haine et la vengeance, une tragédie qui clôt un chapitre. On a le droit d'y renoncer. La question qui demeure cependant, est-ce que cet opus va connaître le même succès que les précédents? Non, non. Il ne faut pas oublier qu'Avatar, avec ses 2,9 milliards de dollars de gains, et je parle simplement du premier volet, reste jusqu'alors le plus gros succès au cinéma. Pour les plus petits, voici le film d'animation de fin d'année, Heidi et le lynx des montagnes. Qui ne connaît pas l'histoire de cette jeune orpheline vivant avec son grand-père dans les Alpes? Grand-père! Oh, ma petite chérie. Salut Heidi et Peter! C'est un bébé lynx. Il est blessé. Il faut qu'on le fasse sortir. Une histoire qui a occupé des années la petite fenêtre algérienne. Un animal sauvage. Sa place est dans la montagne. Place au grand écran maintenant, où l'héroïne va porter secours à un jeune lynx et à sa famille. Il y a des falaises, des crevasses, des éboulements. Il est question également de la protection de la nature. Tu vois, c'est pour cette raison que je ne veux surtout pas te perdre. Voilà, c'est tout pour cette émission. Je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. Voilà, c'est déjà fini. Chaque bonne chose a une fin. Eh ben, je tiens à remercier l'équipe du Studio 7, le réalisateur Khalifa Balaman, l'assistante du réalisateur Hasiba Hasnaoui et toute l'équipe, tous les caméramans et nos invités, bien sûr. Mourad Hamla qui est encore là avec nous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro.